Alors, moi, mon intervention va porter sur plutôt mais je pense que c'est en partie complémentaire. Après, il y aurait des discussions, des débats, etc. Mais sur la stratégie des classes dominantes sur le terrain spécifique du racisme, je dirais plutôt dans les 20 dernières années, bon, à grands traits, hein, et ensuite sur l'extrême droite en tant que telle et le fascisme, etc. Alors, je pense que d'abord, il faut impérativement lier ces deux aspects, parce que si on veut comprendre quelque chose au succès des extrêmes droites, on ne peut jamais s'en tenir aux extrêmes droites elles-mêmes. Bon, il faut les prendre au sérieux, il faut les étudier, il faut comprendre ce qu'elles font, ce qu'elles disent, savoir sur quoi repose leur succès quand elles en obtiennent, mais ça ne suffit pas. Parce que, d'abord, il faut comprendre le contexte historique, social et l'histoire longue, par exemple de la suprématie blanche, l'histoire longue des formes d'autoritarisme d'État, de tout ce qui est inscrit dans l'État capitaliste bourgeois traditionnel, hein, et que les fascistes utilisent pour le radicaliser, etc. Bon, il faut comprendre ça, mais il faut aussi comprendre la manière dont les forces bourgeoises traditionnelles, les droites libérales et conservatrices, pour le dire rapidement, Renaissance, LR, etc., dans le contexte français, mais aussi les forces de centre-gauche, qui ont trahi les espoirs qui avaient été placés en elles en différentes occasions en France et ailleurs, portent la responsabilité la plus lourde dans la fascisation de l'État. Bon, l'inscription dans l'État de toute une série de législations d'exception visant, ciblant en particulier les musulmans et les musulmanes dans le contexte français et l'islam en général comme religion. C'est la loi séparatisme notamment, mais il y a eu bien d'autres lois auparavant. Et puis l'inscription dans l'État de toute une série de dispositifs autoritaires d'exception ciblant en particulier les minorités raciales, mais également de plus en plus les mouvements d'émancipation, les formes d'intensification de la répression, etc. Alors, elle porte la responsabilité la plus lourde là-dedans. C'est pas les extrême droite au pouvoir qu'on fait ça en France, hein, ces 20 dernières années, et elle porte la responsabilité la plus lourde dans la légitimation des idées, mots, expressions de l'extrême droite, et de ce faisant, et des propositions de l'extrême droite, et ce faisant, la responsabilité la plus lourde dans la progression électorale, politique des extrêmes droites, donc dans la menace que fleurissent à nouveau, à proprement parler, des dictatures d'extrême droite en France et bien au-delà. Alors, je voudrais commencer par dire que dans la situation qui est la nôtre en France, là, il me semble que la tentation elle est assez forte d'imaginer, ça a été dit pas mal au printemps pendant le mouvement social, que le pouvoir, l'ordre social, finalement, ça reposerait plus que sur la force. Bon. On serait déjà passé, pour employer les catégories de Gramsci, de l'hégémonie où la classe dominante gouverne en faisant un mix entre la coercition, la force, la contrainte et la ruse, l'idéologie, le consentement, etc. On serait passé déjà en gros de l'hégémonie, d'une classe dominante qui était hégémonique, à une classe dominante qui n'exerce sa domination que par ce que Gramsci appelait la domination, c'est-à-dire l'exercice brut et brutal de la force d'État, de la violence d'État. Personnellement, je pense qu'on n'est pas parvenu à ce point, que le néolibéralisme ne soit absolument pas contradictoire avec l'autoritarisme, même qu'il y ait un lien très étroit entre les deux. C'est un fait qui me semble largement établi, ne serait-ce que depuis cette première thérapie de choc néolibérale qui a eu pour théâtre le Chili et cette dictature militaro-néolibérale qui a suivi le coup d'État de Pinochet le 11 septembre 1973. Donc que la gestion néolibérale du capitalisme porte en elle un durcissement autoritaire, c'est à mon avis un fait qui est bien établi aujourd'hui et qui est à mon avis absolument indéniable. Mais durcissement autoritaire d'abord ne veut pas dire dictature, du moins jusqu'à un certain stade, et ça ne veut pas dire que la classe dominante a renoncé à obtenir le consentement d'une partie de la population, d'une grande partie de la population à ce qu'elle fait, et au maintien de son ordre social. Tous les gouvernements, y compris ceux dirigés par les plus ardents promoteurs du néolibéralisme, savent, je crois, enfin, une bonne partie d'entre eux savent que c'est périlleux de faire reposer l'ordre uniquement sur la contrainte, sur la répression, sur la violence, etc. D'ailleurs, si vraiment on pourrait faire un truc, au XXe siècle, toutes les révolutions ont eu lieu face à des dictatures. Les révolutions, ce n'est pas contre les démocraties libérales. Ça n'est jamais arrivé contre une démocratie libérale. Alors vous pouvez essayer de me trouver des contre-exemples, mais je n'en connais pas. Révolution cubaine, révolution portugaise, révolution russe, révolution chinoise, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que la dictature n'est pas forcément toujours un bon calcul pour les classes dominantes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais bon. Donc, en fait, ces classes dominantes, elles savent, grosso modo, je pense qu'elles savent ça. Elles sont amenées à essayer de conquérir du coup l'hégémonie, le consentement d'une bonne partie de la population, alors, de diverses manières, mais la première consistant traditionnellement à faire des concessions matérielles à des couches sociales plus ou moins larges. Hein. Alors ça, le néolibéralisme, d'une certaine manière, le permet de moins en moins. Hein. L'espace, ne serait-ce que c'est pas le néolibéralisme en fait, c'est l'état du capitalisme et l'état de crise très profond du capitalisme qui fait que, en quelque sorte, les classes dominantes ont beaucoup moins de marge de manœuvre pour acheter en quelque sorte la paix sociale en concédant toute une série de choses. Bon.
Mais je voudrais revenir à une autre stratégie qui n'est pas celle des concessions matérielles, qui a été la stratégie d'une certaine manière par exemple de Thatcher et de Sarkozy, étudiée par exemple pour ce qui est de Thatcher par un grand marxiste qui s'appelait Stuart Hall, qui est un livre très intéressant sur ce qu'il avait appelé le populisme autoritaire. Sarkozy et Thatcher sont perçus comme des dirigeants dont le mode de gouvernement se serait réduit en quelque sorte à l'imposition. C'est des hommes ou des femmes fortes, ils utilisent la répression. Or, ce sont des chefs d'État qui ont aussi intensément bataillé sur le plan idéologique pour justifier et parfois pour camoufler aussi le démantèlement généralisé de l'État social et plus généralement en fait l'offensive bourgeoise qu'a été le néolibéralisme, l'offensive capitaliste. Leur objectif, d'une certaine manière, c'est de bâtir un camp social et politique qui excède l'électorat traditionnel de la droite et a fortiori qui excède les seules classes possédantes, parce que si vous faites reposer l'adhésion à votre ordre social juste sur les classes possédantes, la bourgeoisie, c'est pas grand monde. Bon. Y compris dans les pays dans lesquels on est, ils veulent obtenir une majorité ne serait-ce que électorale. Donc il y a eu plein de stratégies. Alors d'abord, souvent ils maquillent leur projet. Sarkozy n'a pas dit expressément qu'il voulait détruire la Sécu, il a dit que la Sécu était en crise, avait des dettes, etc., et qu'il fallait la sauver, et que moi j'allais la sauver en faisant des coupes difficiles, mais au moins je vais sauver la Sécu, etc. Bon. Alors, mais je crois que c'est pas l'essentiel. Pour l'essentiel de la lutte idéologique qui a été menée par exemple par Sarkozy, qui est un personnage très important, on a tendance à en rigoler, etc., à le prendre comme quelqu'un de loufoque, grotesque, etc. Il avait des côtés grotesques évidemment, mais d'une certaine manière c'est un grand stratège de la droite aujourd'hui, comme l'a été d'une certaine manière De Gaulle il y a longtemps. Et l'essentiel de sa lutte idéologique, dans les années 2000, et qui a été d'une certaine manière reprise ensuite par Valls, Macron, Blanquer, Darmanin, elle s'est située ailleurs et elle a été plus ambitieuse. Alors, il y a une entreprise, alors c'est là que j'ai peut-être un petit désaccord avec toi, c'est qu'il y a une entreprise qui, me semble, est toujours nécessaire, je crois, dans les luttes politiques, y compris pour nous, c'est de diviser l'adversaire. Bon. Afin de diviser l'adversaire, en l'occurrence la gauche, là, c'est pas tellement diviser la classe, mais diviser la gauche, et de construire une coalition sociale et politique, une coalition politique socialement hétérogène qui ne se réduise pas simplement aux possédants, etc. La manœuvre a consisté à déplacer sur un autre terrain, principalement sur le terrain de la xénophobie et du racisme, mais aussi sur celui des valeurs, la valeur travail, la valeur de la famille, etc., toutes les tensions et tous les conflits qui surgissaient immanquablement de l'offensive néolibérale. Et précisément, Sarkozy a procédé en popularisant toute une série de mots d'ordre susceptibles de recueillir l'assentiment de larges franges de la population, y compris des classes populaires, en tout cas d'une partie des classes populaires, la valeur travail, qui serait dévaluée au profit de l'assistanat, ou encore le droit à la sécurité, considéré ou présenté comme la première des libertés, etc. Et surtout, il a cherché à les condenser idéologiquement sous la forme d'une défense de l'identité nationale dont la perpétuation serait menacée par l'immigration de masse, le terrorisme islamique, le communautarisme musulman. Mettez évidemment des guillemets autour de toutes ces expressions, c'est pas les miennes. Et donc au terme de cette double opération de déplacement et de condensation, non seulement les difficultés, injustices sociales, y compris sur le terrain du racisme, n'apparaissent plus comme les manifestations de rapports de pouvoir, de rapports de domination, de classe, de race, de genre, etc. Mais les immigrés, descendants d'immigrés post-coloniaux, qui exercent pour une bonne partie d'entre eux les boulots les plus durs et les moins valorisés dans la division sociale du travail, en viennent à être perçus comme les principaux responsables, sinon les uniques responsables du sort de, justement, la France qui se lève tôt, pour reprendre l'expression qu'utilisait beaucoup Sarkozy à ce moment-là, donc comme des ennemis. Alors, voilà, je crois que malgré toutes les qualités de l'analyse de Bruno Amable et Stefano Palambarini dans leur livre important L'illusion du bloc bourgeois, il y a une limite très importante dans l'analyse qu'ils proposent de la crise politique en France et qui consiste à sous-estimer cette dimension singulière, cruciale des luttes politiques en France au cours des 20 dernières années. Ils posent la question de l'hégémonie sous le seul angle des stratégies économiques que proposent les principales organisations politiques pour surmonter la crise du capitalisme français. C'est ça leur livre. C'est quelles sont les différentes stratégies, et pourquoi ça marche, pourquoi telle ou telle stratégie peut permettre d'obtenir un type d'électorat, etc. Bon. Donc ça leur permet de voir l'impasse néolibérale, des choses qu'on avait déjà vues pareil, dans laquelle s'est enfermé le PS, les difficultés de la droite, notamment sarkozyste, à élargir durablement le périmètre de leur base sociale, etc. Et ils montrent à quel point l'intégration européenne, notamment, est devenue un point de clivage fondamental de la politique française, divisant et reconfigurant aussi bien la droite d'ailleurs que la gauche. Mais cette approche, ça les amène à manquer presque totalement, sinon totalement, l'émergence de la question raciale comme l'un des axes absolument structurants de la politique française actuelle et plus largement de la lutte pour l'hégémonie.
les controverses publiques qui émaillent, qui éclatent régulièrement autour de tout ce qui touche de près ou de très loin à l'islam, dans ce modèle-là, dans le modèle proposé par Amable et Palambarini, c'est d'une certaine manière une suite de péripéties sans véritable conséquences majeures, ni de logique d'ensemble. Autrement dit, c'est un espèce d'épiphénomène, un truc un peu en surface, quoi. Ou alors c'est juste un masque, c'est juste un voile qui nous empêcherait de voir la réalité. Bon. Or, on ne comprend, je crois, que très, très, très partiellement la situation politique française si on se refuse à prendre au sérieux ces controverses publiques, en réalité politiquement très importantes, parce qu'elles ne sont pas l'occasion simplement d'un combat entre l'ouverture d'esprit des uns et l'intolérance des autres, ou encore pire, entre la République d'un côté, mais quelle République, celle de Jaurès ou celle de Sarkozy, entre la République et les communautarismes. Elles sont le support d'une bataille proprement politique menée pour la construction d'une hégémonie. Les débats récurrents autour du port des signes religieux, je vais essayer d'y arriver, hijab, burkini, robe longue, abaya, etc. Des menus de substitution dans les cantines scolaires, des minarets, de l'abattage rituel des animaux, du burkini, je l'ai dit, des cafés qui seraient interdits aux femmes dans certains quartiers, dans certaines villes, du hijab de running, je l'avais oublié celui-là, ne sont anecdotiques qu'en apparence. Ces polémiques, ces controverses publiques sont à la fois la manifestation de paniques identitaires qui sont construites par en haut, pour l'essentiel, par le personnel politique et médiatique, et c'est aussi le vecteur d'une stratégie de type, je dirais, néocolonial et raciste, ou national-racial, si on veut, et de fait raciste. Cette stratégie, elle vise pas simplement, là je suis d'accord avec toi, à faire diversion, ça me semble l'évidence, même si c'est vrai que par moment, ça leur permet de parler d'un autre sujet, au moment d'une grande mobilisation, évidemment, mais ça, d'une certaine manière, c'est le truc le plus en surface, donc bien sûr, tout le monde le voit, enfin, tout le monde devrait le voir, il y a une grande mobilisation sur la retraite, si on parlait de hijab de running, par exemple, c'était pas ça en plus, au printemps c'était un autre, c'était autre chose, d'ailleurs c'était quelque chose comme ça, si on parlait, c'était Bruno Le Maire, Darmanin, etc., si on parlait de ces gens qui vont passer leur retraite dans leur pays d'origine, enfin dans le pays où ils sont nés par ailleurs, ils ont fait ça à peu près, je crois, c'était en avril ou en mai, début mai, je crois. Donc, ça sert pas simplement à faire diversion, ça a pour objectif, alors d'abord principal, et c'est là que j'ajouterai un point, c'est le premier objectif, ça me semble être de soumettre politiquement les franges les plus paupérisées, les plus précarisées des classes populaires, les franges de fait majoritairement non blanches, celles qui subissent le plus le sous-emploi, la précarité, donc la misère, mais aussi les discriminations racistes, le harcèlement policier, etc. Précisément parce que les classes dominantes savent qu'en France ou ailleurs, quand ces franges-là des classes populaires se mobilisent, c'est compliqué en réalité, en termes y compris de maintien de l'ordre, etc. Que ce soit en Angleterre en 2011, en France en 2005 ou en 2023, aux États-Unis à de nombreuses reprises et dans bien d'autres pays, y compris dans tous les pays d'Europe en réalité. Quand ces franges-là se mobilisent assez souvent sur des cas de crimes policiers, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas exactement comment ça finit et ce que ça peut donner en réalité. Donc ils sont d'une certaine manière effrayés. Donc il y a un enjeu très fort pour eux à isoler et méthodiquement anéantir toute forme de politisation dans ces franges-là des classes populaires. Et par ailleurs, et c'est là l'autre objectif, c'est à façonner un ennemi intérieur, à bâtir en opposition à cet ennemi intérieur une large coalition d'intérêts sur une base nationale raciale. Et donc en termes gramsciens, l'enjeu, il me semble, ça consiste pour eux à favoriser la formation de ce que Gramsci appelait un nouveau bloc historique, en l'occurrence un bloc blanc sous domination bourgeoise, dans lequel les classes populaires blanches n'ont d'autre fonction que d'être des supplétifs ou un réservoir de vote, quoi. Et donc cette construction d'un bloc blanc, ça permet de renforcer la domination bourgeoise, évidemment, par ailleurs, en rendant par ailleurs impossible la construction, ou très difficile la construction ce que j'avais appelé dans la possibilité du fascisme, un bloc subalterne ou un bloc des subalternes, au sens d'un bloc des classes exploitées, des groupes opprimés dans la société française, où ça peut valoir ailleurs. Et qui surmonterait en quelque sorte les divisions internes structurelles aux classes populaires, qui ne sont pas juste une diversion, etc., qui sont structurelles, qui sont présentes dans l'espace. L'espace est racialisé, le travail est racialisé, le marché du travail est racialisé. Il y a des secteurs dans lesquels on trouve très peu de non-blancs, d'autres où ils sont largement concentrés, etc. C'est ça le capitalisme français. Et de fait, les classes populaires sont structurellement divisées et racialisées. Et donc, c'est seulement par une lutte conjointe à la fois sur des choses qui sont communes à l'ensemble des classes populaires et sur des enjeux spécifiques qu'on pourrait imaginer en quelque sorte l'émergence sociale, politique d'un bloc subalterne. Mais donc la stratégie des classes dominantes, c'est évidemment d'empêcher ce type d'émergence.
Alors, je suis déjà un peu long, donc je vais être obligé de passer certains trucs que je voulais dire. Pour en venir pour parler de l'extrême droite. Alors, ça va peut-être... bon, voilà. Donc, je pense que ça, c'est le plan général sans lequel, à mon avis, on ne comprend pas... disons, ajouté à l'énorme trahison du quinquennat Hollande, évidemment, ça, il ne faut jamais l'oublier, et toujours le garder en tête quand même quand on pense au Parti socialiste. C'est ce qui permet de comprendre l'énorme progression par ailleurs de Marine Le Pen et de l'extrême droite, entre, en gros, le moment où elle prend la tête du parti en 2011, où le FN est en crise, en très grande crise en réalité. Ils avaient fait leur plus mauvais score électoral depuis 1984 en 2007, avec son présidentiel. Ils ont à ce moment-là moins de 10 000 adhérents. Ils sont, enfin, à ce moment-là, ils peuvent périr d'une certaine manière. Et ils vont non seulement remonter la pente, mais ils vont briser, je l'ai dit dans l'autre atelier, le plafond de verre qui se situe autour de 15, 16, 17% depuis, en gros, depuis 1984 jusqu'à 2002, où Jean-Marie Le Pen s'était retrouvé au deuxième tour, mais il avait fait, entre guillemets, en comparant avec Marine Le Pen, bon, mais il avait fait 17%. Alors, comment on situe l'extrême droite par rapport à tout ça ? Je crois d'abord, il y a une double tentation lorsqu'on cherche à appréhender la place du racisme dans le projet actuel ou la pratique politique actuelle du FN-RN. Alors, je dirais, c'est chiant, mais je vais dire FN-RN pour bien marquer la continuité entre ces deux trucs que les journalistes mainstream, disons, aiment distinguer. Enfin, ils parlent du RN, ils actent d'une certaine manière la stratégie de dédiabolisation et de maquillage de ces gens en systématiquement en faisant oublier en quelque sorte l'histoire de cette organisation créée en 72 par des anciens nazis, des anciens collaborationnistes, des anciens terroristes de l'OAS, etc. Bon, ne jamais oublier. Bon, alors il y a deux tentations par rapport à racisme et FNRN. C'est celle qui consisterait à refuser d'opérer la moindre distinction, je dirais, entre les forces dominantes qui composent et structurent le champ politique et le FNRN sous cet angle-là, au nom du fait qu'il y a des convergences indéniables qui se sont accomplies entre elles sur les politiques migratoires, sur l'islamophobie, etc. Je pense malgré tout qu'il subsiste toute une série de différences en termes programmatiques, idéologiques, entre la famille de l'extrême droite, pour faire vite, Le Pen, Zemmour, RN, Reconquête et toutes les mouvances identitaires néo-royalistes et ou néo-nazis, etc. Et la famille politique des droites. Et je ne crois pas que ça revient à absoudre les droites. Les droites sont évidemment engagées dans une extrémisation, et dans des politiques de fascisation quand ils sont au pouvoir. Comprenez bien que ce n'est pas une manière pour moi d'absoudre Macron ou Darmanin, et que je pense que quand même c'est assez visible. La deuxième tentation, ce serait au prétexte de certains remaniements, et ça c'est plus présent je dirais dans le milieu journalistique dominant on va dire, c'est au prétexte de certains remaniements politiques, programmatiques, de langage au sein du FN et du RN, en particulier par exemple l'éviction de Jean-Marie Le Pen, l'éviction de tel ou tel militant qui exprimait un peu trop ouvertement son négationnisme, son antisémitisme, etc. Considérer que la xénophobie et le racisme n'auraient plus qu'une place secondaire, voire marginale, au sein du FN, qu'il s'agisse des options de ses dirigeants, de ses membres, mais aussi des aspirations de son électorat. Alors c'est un discours qui fleurit, qu'on a vu d'ailleurs dans les dernières élections. On a vu des intellectuels de premier plan, genre Michel Onfray, des grands intellectuels, je veux dire, hein, des gens qui vraiment ont une œuvre magistrale, etc. Ou Marcel Gauchet, qui lui est un peu plus respecté universitairement, disons, mais dire sans trembler que Marine Le Pen, c'était pas l'extrême droite. Que le RN, c'était pas l'extrême droite. Bon, manifestement, ils n'avaient même pas lu le programme, ce qui serait la base d'ailleurs. Hein. Le premier axe du programme de Marine Le Pen, dans les 10 grands axes, ou 11 grands axes, c'était le truc calqué de tous les programmes du FN autour de l'immigration, de la préférence nationale, enfin, priorité nationale aujourd'hui, etc. Au contraire, par rapport à ces deux tentations que j'évoquais, il me semble qu'il faut rappeler deux constats simples, mais cruciaux politiquement. Un, le FN constitue bien, l'extrême droite, FNRN, Reconquête, constitue bien les composantes les plus brutalement racistes du nationalisme français, ce qui permet à la fois de souligner leur rôle spécifique là-dedans, mais en même temps le fait qu'ils participent d'une constellation beaucoup plus vaste qu'eux-mêmes, qui inclut les droites. Et deux, et en partie qui inclut aussi une partie de la gauche, autour du Parti socialiste. Et le fait que le racisme a joué et continue de jouer un rôle central dans son idéologie, dans son développement électoral notamment. Contrairement à ce qui est bien souvent affirmé, le parti de Marine Le Pen n'a en rien rompu et n'est pas en voie de rompre, si on regarde la plupart des signaux, avec le projet politique qui fut celui historiquement
de l'extrême droite française, lorsque notamment l'extrême droite française s'est engagée dans la construction du FN en 72. Bon, qu'est-ce que ce projet ? Et en réalité, ce projet-là est fondamentalement, et c'est pour ça que moi je parle de néofascisme, est fondamentalement en continuité avec le fascisme. C'est un projet, vous savez que je suis long, donc il vaut mieux me préparer à l'idée d'arrêter. Ce projet, c'est un projet de régénération ou de renaissance nationale, civilisationnelle, qui ne peut passer que par une opération d'épuration, de purification de la communauté nationale, disons, soit par la mise au pas, et je trouve que l'expression que tu l'as utilisée pour Darmanin, il faut mettre au pas les musulmans comme Napoléon a mis au pas les juifs, bon, par la mise au pas, voire dans les franges les plus radicales ou extrémistes, voire par l'éviction, je veux dire, ce que les identitaires et Zemmour appellent la remigration, c'est une politique, enfin, faut mesurer quand même. Des journalistes ont demandé à des candidats à l'élection présidentielle ce qu'ils pensaient de la remigration. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous êtes pour la déportation de millions de gens ? Enfin, parce que c'est ça le projet des identitaires et de Zemmour. Bon, voilà. Faut mesurer. Donc, la mise au pas, voire l'éviction violente de tous les éléments considérés comme halogènes, pour reprendre un terme de l'extrême droite, comme étrangers, voire traîtres à la nation, perçus comme une cinquième colonne, les sources potentielles de désordre, de division, etc. Bon. Et donc ces dirigeants, en réalité, les dirigeants du FN, qui tous ont été d'ailleurs formés pour l'essentiel, alors Bardella il est plus récent, mais Marine Le Pen, elle est militante au FN depuis 1986. Elle est là depuis longtemps, elle a toutes les références idéologiques de l'extrême droite traditionnelle, c'est pas du tout quelqu'un qui connaît pas du tout cette histoire, elle la connaît parfaitement sur le bout des doigts, elle a été formée par tous en tout cas une bonne partie des sommités de l'extrême droite, elle a lu toutes les références de l'extrême droite, elle les connaît parfaitement. Donc ces dirigeants au FN maintiennent le socle idéologique du mouvement, évidemment par toute une série de déclarations régulières ciblant évidemment l'immigration, les migrants, mais aussi les musulmans, mais aussi la gauche et les élites qui seraient complices de la submersion migratoire, de l'invasion, du grand remplacement. Alors du remplacement, Marine Le Pen a à une époque parlé du remplacement. Elle disait, moi, il n'est pas grand, mais il y a quand même du remplacement. Même Renaud Camus l'avait dit, il dit Marine Le Pen, c'est pas juste, elle me rend pas justice, elle dit que le remplacement, elle parle de remplacement seulement, bon, voilà, elle veut pas reprendre mon expression, enfin, ça c'était il y a 10 ans, bon, maintenant elle a changé, elle dit qu'elle n'a jamais employé cette expression, mais il y a des vidéos, donc vous pouvez les retrouver. D'ailleurs, c'est intéressant sur le projet même de l'extrême droite, les élites ne sont jamais ciblées parce qu'elles seraient dominantes ou parce qu'elles exerceraient une domination ou est-ce qu'elles seraient liées à l'exploitation, etc. Les élites, l'extrême droite adore les élites fondamentalement. Elle pense que le problème des élites actuelles, c'est que ce ne sont pas des vraies élites, c'est-à-dire ce ne sont pas des élites vraiment nationales, c'est-à-dire en fait vraiment nationalistes. Alors pour revenir juste à la question du racisme, on affirme parfois que le racisme ne jouerait plus le même rôle qu'autrefois dans le développement du FNRN, alors, notamment avec l'idée que j'entends encore revenir même chez Piketty récemment, avec des arguments que je trouve vraiment fallacieux, mais bon, selon le fait que ces électeurs ne seraient plus motivés essentiellement par l'hostilité aux étrangers, à l'immigration, aux immigrés, aux minorités, etc., mais surtout par des revendications socio-économiques. D'ailleurs, fondamentalement, le problème, c'est d'imaginer que ces deux choses-là seraient totalement découplées. Il y aurait le vote socio-économique sur des revendications socio-économiques, et puis il y aurait le vote sur des questions raciales ou de xénophobie, etc. Mais enfin, dans la rhétorique du FN, précisément, elles sont liées. Enfin... il y a du chômage, il y a de la dette publique, il y a le trou de la sécu, parce qu'il y a des étrangers. Donc c'est pas parce que vous parlez de social, comme le fait l'extrême droite, que vous avez un discours anticapitaliste. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous parlez de social que vous ne parlez pas par ailleurs, et même en même temps, d'immigration, et que du coup vous ne tenez pas... Enfin, c'est du chauvinisme social, si on veut, vraiment ce couple-là terrible entre d'un côté vote socio-économique, est-ce que c'est un vote socio-économique ou est-ce que c'est un vote raciste, en gros, ça c'est vraiment terrible. Enfin, cette alternative-là est vraiment stupide. Bon. Donc, pourquoi par ailleurs c'est faux ? Parce que quand on fait des enquêtes, et c'est pas mal de faire des enquêtes des fois, ou de lire les enquêtes, ne serait-ce que ça, quand on fait un gros livre par exemple, mais c'est que dans la quasi-totalité des enquêtes menées sur l'électorat du FNRN, que ce soit des enquêtes qualitatives ou des enquêtes quantitatives, par sondage, alors, plus ou moins bien faites, etc., mais des enquêtes aussi ethnographiques, par entretien, etc., ou par entretien, les questions économiques et sociales ne figurent jamais au premier rang des motivations du vote pour l'extrême droite. Même en général, ni même au deuxième et ni même au troisième rang.
Bon, à l'inverse, pour prendre par exemple la présidentielle de 2017, j'ai pas été regardé pour 2022 là sur ce truc, mais les inégalités et injustices sociales, c'était la première motivation du vote pour Mélenchon, pour Hamon, pour Fillon et Macron, c'était la situation économique et l'emploi. Bon voilà. Et de son côté, le FNRN, c'était l'immigration, l'insécurité, l'identité, etc. Enfin, toutes les marottes par ailleurs de cette organisation. Voilà, donc le FNRN n'est pas simplement parvenu à rendre respectable ou acceptable des analyses et des propositions qui autrefois étaient jugées scandaleuses. Hein. On a vu qu'en ça, ils ont bénéficié du travail accompli par des dirigeants de droite, mais aussi de gauche. Ils ont tous cherché à répondre soi-disant au succès de l'extrême droite en jouant sur ce terrain-là, avec ce que disait d'ailleurs Samuel ce matin. À chaque fois, on perd en fait, en réalité. À chaque fois, à moyen et long terme, c'est l'extrême droite qui gagne des points quand on joue sur ce terrain-là. Le véritable coup de force du FNRN, c'est d'avoir réussi à imposer au cœur de la politique française, c'est pas d'avoir créé de toutes pièces le racisme, comme parfois on le dit. Je veux dire, quand on faisait des enquêtes dans les années 70, les propos tenus par les enquêtés, parce qu'il y a des enquêtes qui sont à peu près les mêmes, qui sont faites depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. En réalité, les opinions dites intolérantes à la diversité, moi je déteste ces termes-là, mais bon, en gros, étaient plus nombreuses dans les années 70, y compris parmi des électorats de gauche. Donc c'est évidemment pas le FN qui a inventé, enfin il y a toute la généalogie par ailleurs, beaucoup plus ancienne, hein, de l'antisémitisme, de la négrophobie, du racisme colonial, etc. Bon, qui excède de loin l'histoire du FN. Bon, voilà. Mais ce qu'a réussi le FN avec l'aide d'autres forces politiques, la contribution, le concours d'autres forces politiques, c'est d'imposer au cœur du champ politique, de la politique française, un clivage opposant les nationaux les vrais nationaux, les vrais Français, les Français de souche, etc., aux étrangers. Alors, étrangers n'étant pas, dans leur esprit, une catégorie juridique, c'est une catégorie beaucoup plus vaste. C'est tous ceux qui sont fondamentalement étrangers à la France, ceux qui ne pourront jamais d'ailleurs être des vrais Français. Et c'est là où on retrouve par ailleurs une opération de racialisation. C'est que, fondamentalement, peu importe ce que vous faites, peu importe les propos que vous tiendrez, vous serez toujours amené à un moment donné à être soupçonné de ne pas être véritablement français ou de ne pas soutenir véritablement la France ou la République, etc., ou d'être une force de subversion, etc. Bon. Donc, voilà, ce clivage, il existait déjà, je veux dire, c'est pas non plus, là encore, il a été plus ou moins fort selon les moments. Et effectivement, il est très fort depuis les années 80, beaucoup plus que, si vous voulez, vous pouviez avoir tout un tas d'électeurs qui déclaraient des opinions racistes, machin, mais qui votaient, par exemple, pour le PS ou pour le PC dans les années 70, simplement parce que, pour eux, c'était pas le clivage pertinent, d'une certaine manière. Ça veut pas dire que la situation était bien meilleure sur le terrain, hein, du coup, du racisme, des violences racistes, etc. Il y avait énormément de violences racistes dans les années 70, avec une extrême droite qui était beaucoup plus faible. Bon, sans doute plus de meurtres racistes, il faudrait vérifier, mais à voir. Hein, mais en tout cas, sans doute pas moins, en tout cas. Hein. Mais disons, la situation dans le champ politique était différente parce que le clivage qui structurait le champ politique, c'était le clivage de classe, pour l'essentiel. Bon. Voilà, alors... j'essaye de me rattraper parce que du coup, je suis obligé de passer des trucs. Je suis désolé. L'un des problèmes qu'a rencontré le FN dès sa création, de ce point de vue-là, du point de vue de la xénophobie et du racisme, ça a été de donner une forme acceptable à ces obsessions purificatrices qui ont toujours été au centre de son projet. Dans le contexte post-45, de condamnation universelle du fascisme, du nazisme, etc., du racisme, sous la forme qu'il avait prise, notamment dans le cadre du génocide des Juifs d'Europe, ça rendait en quelque sorte nécessaire un travail de sophistication idéologique, intellectuelle, mais aussi un travail qui est passé notamment par la culturalisation du racisme. Bon. Le fait de considérer que c'est plus la question tellement de l'inégalité des races, mais la question de l'incompatibilité des cultures, des identités, etc. Et que les minorités, leur problème, c'est pas qu'ils affaiblissent la race, enfin dans le discours, hein, dans la rhétorique qu'ils ont, ça veut pas dire qu'en back office, quoi, backstage plutôt, ils disent pas des choses de ce genre-là, hein, par ailleurs, hein, mais que par ailleurs le problème, c'est qu'ils menacent l'identité et la perpétuation de l'identité nationale, l'identité française. Donc en gros, après 45, la xénophobie et le racisme, ça ne peut plus se dire dans le champ politique qu'au travers de discours d'euphémismes, de sous-entendus, de références plus ou moins codées, d'expressions à double sens, ou alors sous la forme de ce racisme culturaliste, etc. Et donc, ce qu'on voit, et ce que montrent certaines enquêtes, par exemple l'historienne Valérie Gounet dans son livre sur l'histoire du FN, elle montre très bien comment elle a pu accéder à des brochures de formation. C'est difficile l'accès aux archives du FN, mais il y a eu un moment où elle a eu accès, et elle cite une note interne de l'Institut de formation du FN, diffusée au début des années 90, intitulée « L'image du Front National », hein, cette brochure, dans laquelle on peut lire
pour séduire, il faut d'abord éviter de faire peur et de créer un sentiment de répulsion. Or, dans notre société soft et craintive, les propos excessifs inquiètent et provoquent la méfiance ou le rejet dans une large partie de la population. Il est donc essentiel, lorsqu'on s'exprime en public, d'éviter les propos outranciers et vulgaires. On peut affirmer la même chose avec autant de vigueur dans un langage posé et accepté par le grand public. C'est la conclusion qui importe d'une certaine manière. De façon certes caricaturale, au lieu de dire, je cite, les bougnoules à la mer, disons qu'il faut, je cite, organiser le retour chez eux des immigrés du tiers-monde. Bon, voilà, si vous voulez. Donc on voit très bien à la fois le travail de maquillage, d'euphémisation, plus ou moins technocratique, parce que en réalité ça c'est dans le langage technocratique de Sciences Po, ça, y compris tout le langage qu'ils ont sur l'humanité, la fermeté, et que ont tous les dirigeants de droite et de centre-gauche. Bon. Mais on voit bien comment il y a à la fois le remaniement identitaire, culturaliste de l'idéologie raciste de l'extrême droite, qui a permis en quelque sorte de recycler différemment le vieux fond raciste de l'extrême droite. Et comment il y a cette entreprise de maquillage, de sophistication langagière, etc. Voilà, je le disais, on ne parle plus d'inégalité des races, ou ils ne vont plus parler d'inégalité des races, mais d'incompatibilité des cultures. On ne dira plus que les immigrés sont une menace pour la perpétuation de la race, mais que l'islam et les musulmans menacent la République ou l'identité nationale, etc. Voilà. Et c'est un processus qu'on va retrouver bien au-delà du FN depuis les années 80, qui aujourd'hui, en quelque sorte, et il y a eu des enquêtes aussi là-dessus, sur les jeunes militants du FN, est parfaitement incorporé par les jeunes militants du FN. Alors il y a les vieilles générations très vieilles qui peuvent encore être attachées au vieux langage de l'extrême droite, du racisme pseudo-biologique, etc. Mais en gros, la culturalisation du racisme, c'est la base idéologique de la quasi-totalité aujourd'hui des militants de l'extrême droite institutionnelle, notamment RN. Voilà, ce que ça signale par ailleurs tout ça, et ce sera je suis trop long, et ce sera le mot de la fin pour moi, mais vraiment trop rapidement, et je pense que c'est la discussion qui doit ouvrir ce type de questions, c'est à quel point la lutte antiraciste est une composante centrale et du combat contre l'extrême droite et plus largement pour une alternative politique, à quel point notamment il faut tenir bon dans le contexte actuel en particulier sur la question de l'islamophobie qui joue un rôle central dans le champ politique, de racialisation, d'altérisation, etc., et qui joue un rôle central à la fois pour la Macronie, Darmanin, etc., ou Blanquer auparavant, Vidal, etc., et pour l'extrême droite. Et c'est une question beaucoup trop centrale pour qu'elle soit esquivée ou considérée comme secondaire. Elle doit être comprise non pas comme une diversion, effectivement, non pas comme une lutte d'ailleurs aussi simplement pour des droits particuliers, mais comme une dimension à part entière de la question de ce qu'on appelait traditionnellement à gauche la question sociale, c'est-à-dire en fait inscrite dans le combat proprement universaliste, mais d'un universalisme concret, mais universaliste pour la dignité, pour l'égalité. Et si on ne fait pas ça, je pense que c'est sûr qu'on n'arrivera pas à avancer politiquement, à conquérir, à avancer par rapport à la base, en quelque sorte, non négligeable qu'a pu obtenir électoralement, par exemple, Jean-Luc Mélenchon à la dernière élection. C'est que si on veut continuer dans cette trajectoire-là, gagner y compris d'autres franges, on ne doit pas renoncer en se disant mais peut-être qu'en disant ça sur l'islamophobie ou les violences policières, on va perdre les autres et ça, on n'arrivera jamais à les gagner. Non, ça, c'est une base et c'est une très bonne base. Bon, ce qu'il faut, c'est trouver effectivement les moyens de nouer politiquement, intellectuellement, idéologiquement, des liens plus forts avec effectivement d'autres fractions des classes populaires et de faire valoir en quelque sorte un projet universel qui profite à l'ensemble mais qui n'écrase pas les situations singulières que peuvent rencontrer certaines fractions des classes populaires, en particulier celles qui subissent le racisme sous ses formes tout à fait diverses et par ailleurs systémiques, marché du travail, violence policière, marché du logement, etc. Je m'arrête là, merci. Désolé d'avoir été un peu long et rapide.